Petite mise en garde avant l'écoute de ce podcast pour vous dire qu'il a été enregistré quelques heures avant qu'Apple finisse par reconnaître auprès du magazine Forbes avoir identifié que ces nouveaux modèles pouvaient chauffer plus que de raison dans de très rares cas. Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, bienvenue à Apple Différemment Audrey. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas parlé. Il y a 2 semaines, tu venais de recevoir tout juste ton iPhone. Toujours contente de ton nouvel achat? Bah écoute, oui, je suis contente. J'ai fait le tour parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui ont reçu des modèles un petit peu rayés, un petit peu abîmés. Moi, j'ai fait le tour au grand jour et je n'ai rien vu. Donc, est-ce qu'on a de la chance? Est-ce que tu as des petits soucis de rayures ou d'autres choses, toi? Non, j'ai toujours pour habitude, et ça, je suis très méticuleux pour ça, j'ai toujours l'habitude de regarder et après ça de le mettre directement tout de suite dans le boîtier, dans la case. Et même le film au début là qu'on aime entendre quand tu déballes ton appareil, le film de l'écran. Quand je déballe mon iPhone, parce que je l'ai reçu en cadeau, alors une participation commune de la famille, hein, c'est pas juste une personne qui me l'a offert, c'est tout le monde a participé à ça. Quand je déballe le film, là, je mets ma protection, le verre directement dessus, et ça me permet de voir s'il y a des micro-rayures. Et le mien est nickel, il y a aucun problème. J'ai vu des enjeux, mais ceux qui ont la version bleue. Je pense que la version bleue, tu peux le rayer. Il y a une teinte aussi avec le gras des doigts. Ça paraît logique parce que je pense que le titane est peint en bleu. Ouais. C'est pas teinté dans la masse, quoi. Je pense pas. S'il y a des rayures, c'est que c'est pas teinté dans la masse. Donc, moi, j'ai pris titane naturel, donc je pense que c'est dû à ça aussi. Bref, vous l'aurez compris, on est rentré vite dans le vif du sujet. On va vous parler, on vous parlera pas que des iPhones encore aujourd'hui. On va vous parler d'un autre sujet qui est dans l'iPhone. Alors, vous allez voir, on va être sur une note différente. On vous l'avait promis lors du dernier épisode. On va vous parler de surchauffe de la batterie. Est-ce un mythe? Une réalité? Est-ce que tout va exploser? Est-ce que c'est la fin du monde? Vous allez tout savoir ça dans l'épisode. Mais avant, on vous rappelle de contribuer avec le gros bouton jaune qui est sur applediff.com qui vous permet de faire ce 2e épisode par mois qui est la promesse qu'on s'est donnée il y a maintenant quelques mois. Si vous nous aidez à nous libérer du temps en nous donnant de l'argent, ben nous, on va faire un 2e épisode pour vous. Et vous êtes nombreux à avoir contribué, à avoir participé, alors merci infiniment. Vous êtes aussi nombreux à avoir contribué et participé à avoir mis des notes 5 étoiles sur iTunes. Et pour vrai, ça arrive de temps en temps quand il y a des mauvaises notes, mais on a pris le parti, en fait, de vous les donner et des fois de se justifier en ondes. Mais là, cette fois-ci, c'est encore des 5 étoiles, que voulez-vous? On est apprécié. Et le premier, Audrey, je vais te laisser le lire. Alors, c'est Zengetsu FR qui nous dit « Agréable à écouter. Je passe toujours un bon moment en vous écoutant et en plus, on y trouve toujours quelque chose à apprendre. Merci pour votre bonne humeur. » Le deuxième, c'est de GritPow 93. Toujours aussi passionnant. Je suis votre podcast depuis le début. Et là, on a pas le début. C'est moi qui a extrapolé le début. Depuis le 3/08/2022. Ça fait plus d'1 an quand même. C'est ça. Mon envie d'écouter vos anecdotes et votre passion pour Apple ne cesse de monter. Ben, c'est ça l'idée. Et le 3e, Audrey, je te laisse le lire. Oui, c'est Damien 9991 qui nous dit « Bravo à vous pour ce podcast. Merci à vous. Les conseils sur les produits Apple du podcast sont géniaux. Ils m'ont beaucoup aidé pour choisir mon iPad. Merci à vous deux. Et merci à vous pour tous ces commentaires et toutes ces belles étoiles. » Oui, effectivement, on apprécie toujours autant ça. Évidemment, ça nous fait ressortir dans le terme français de charts, ça serait les listes, les classements, oui, dans les classements des podcasts. Et ça, on aime ça, ressortir dans les classements et être numéro 1 quelques jours lors de la sortie de chaque épisode de notre podcast dans la catégorie tech. Pour cet épisode, j'ai 3 actualités. J'en ai 2 qui sont pas vraiment en lien avec le thème de notre actualité. Alors, je vais commencer tout de suite. Saviez-tu, Audrey, que il y a des accusations d'un certain monopole
à la part d'Apple. Dans un de ces monopoles-là, il y a un procès antitrust sur le fait que Apple a des contrats, des partenariats et des ententes même avec Google concernant le fait que Google est le moteur de recherche par défaut dans le navigateur lorsque vous l'utilisez. Je trouve ça un petit peu contradictoire avec tous les efforts que fait Apple pour protéger les données personnelles, la vie privée, la navigation, tout ce qu'on fait dans notre téléphone. Et de la minute que tu ouvres Safari, bang, boum, t'es suivi par Google. Et Eddie Q a été reçu devant le département de la justice pas le département de la justice, pardonnez-moi, devant les sénateurs pour je pense que je me trompe, mais je vais vous le redire quand je vais relire où exactement. Il a été interrogé pour savoir pourquoi Google a été choisi comme moteur de recherche par défaut sur les produits Apple. Et EDQ a simplement répondu, c'est le meilleur moteur qu'il y a en ce moment. Alors, ce serait un petit peu contradictoire d'avoir le meilleur matériel, clin d'œil pour ces produits, avec le moins bon moteur de recherche. Il dit bien que on peut toujours configurer et changer votre moteur de recherche par défaut dans vos navigateurs ou sur vos téléphones. Dans les réglages de Safari, ouais. Il a dit bien, DQ, vous pouvez le faire, mais on le fait pas par défaut lors de la configuration du téléphone parce qu'on veut pas briser l'expérience utilisateur, le premier essai en parlant de ces choses-là. Mais toutefois, vous pouvez le faire. Et puis, il rappelle aussi que s'il était obligé de le faire, il l'ajouterait rapidement, le fait de pouvoir choisir son navigateur par défaut. Toi, Audrey, c'est quoi ton pas ton navigateur par défaut, ton moteur de recherche dans ton navigateur par défaut? C'est quoi ton moteur de recherche par défaut, toi, Audrey? C'est Google, parce que clairement j'ai essayé d'autres moteurs de recherche qui me donnaient pas satisfaction. J'ai essayé DuckDuckGo, j'ai essayé il y en avait un qui était Ecosia, enfin j'en ai testé plusieurs. Par contre, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'on va pas embêter les utilisateurs avec ça pendant le réglage, parce que il y a des questions qui nous posent quand on configure un iPhone du genre partager les données des apps, les statistiques des apps avec Apple. Alors il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, ou partager les données des apps ou les données d'utilisation, bien sûr, pas les données personnelles, avec les développeurs tiers. Il y a ces deux questions-là. Moi, quand j'ai aidé des clients à configurer leurs iPhones, ils me regardaient en me disant mais c'est quoi, je comprends pas. Alors si on leur demandait choisissez entre Google, DuckDuckGo et d'autres, je pense qu'ils seraient soit aussi perdus ou soit aussi contents de pouvoir choisir. Donc, je trouve un peu... il abuse un peu. En fait, il abuse, mais il veut surtout pas dire qu'il a une entente de plusieurs milliards de dollars par année avec Google pour en faire le moteur de recherche par défaut. Évidemment, il y a des ententes entre les compagnies, c'est pas public, mais c'est plusieurs milliards de dollars. On a déjà entendu parler de 30 milliards de dollars à chaque année pour ça. Est-ce que c'est vrai? C'est bon chiffre, je sais pas, mais on est en termes de milliards de dollars. Alors oui, je veux pas briser l'expérience utilisateur, mais en fait, c'est des milliards de dollars et c'est une compagnie. Et puis une compagnie, son seul objectif, c'est de grossir et faire de l'argent. Et puis, c'est comme ça. Hein. Oui, business is business. Exactement. Deuxième actualité, et là, encore une fois, mon lien fonctionne pas. Ça fait plusieurs mois, voire années maintenant que Google essaye d'implanter RCS, qui est la nouvelle mouture de SMS qui permet d'avoir du chiffrement, qui permet d'envoyer des images, qui permet en fait de faire iMessage, tout simplement, mais d'en faire un standard qui serait interopérable entre les différents fournisseurs, et ce qui fait que le SMS actuellement qu'on connaît, où on peut envoyer seulement certains types de caractères, pas d'images, pas rien, parce que si vous voulez envoyer des images, il faut absolument configurer le MMS. Pour ceux qui connaissent pas ça, moi je suis assez vieux pour savoir que j'avais des fois des téléphones sans MMS, puis il y avait des téléphones avec SMS. Alors Apple a pris le parti il y a quelques années de mettre une surcouche au SMS en appelant ça iMessage et de détecter automatiquement à partir de son écosystème ceux qui avaient des iPhones et de leur écrire avec les petites boules bleues. Alors tous ceux qui ont des iPhones, quand vous utilisez iMessage, quand vous envoyez des messages,
ben la personne à qui vous parlez, qui vous répond avec une bulle bleue, ben typiquement c'est une personne qui a un iPhone de l'autre côté. Mais par contre, quand c'est une bulle verte, ben typiquement c'est une personne qui a pas un iPhone, ce qui veut dire probablement en ce moment maintenant juste un Android. Ça crée toutes sortes de problèmes. Il y a même des ravages au niveau matrimonial, mais pas matrimonial, mais je vais te l'expliquer. Au niveau de Tinder ou de ces plateformes de rencontres-là, il y a des hashtags qui circulent sur Twitter ou dans les médias sociaux qui disent « Ah, j'ai eu des bonnes discussions avec, mais il a une bulle verte. » Et ça veut dire que nécessairement, c'est pas forcément une belle personne pour ces gens-là. Oui. Mais en fait, techniquement, c'est pas que ça. Si tu es uniquement sur ton réseau mobile, si tu n'as pas de 4G, pas de 3G, si tu es que sur le service SMS de ton opérateur, toi aussi tu enverras des messages verts. Et oui, et les discussions groupées e-messages ne fonctionnent que si tu as une connexion Internet 4G, 5G ou Wi-Fi. Et d'ailleurs, ça a posé un souci cette semaine parce que on a une discussion groupée avec ma sœur pour la famille, et elle a répondu, mais elle n'avait pas d'internet, de 4G, de 3G, je sais pas où elle était, mais elle avait que le réseau SMS de son opérateur, et en gros, son message est parti en bulle verte chez les différents membres du groupe. Mais plus dans le groupe. Et du coup, on a cru qu'elle avait pas répondu à la bonne personne, parce que moi j'ai reçu un SMS qui m'était pas adressé, et il était vert en plus, donc je me suis dit, et en fait j'ai essayé de lui expliquer, mais elle a pas compris. Pourtant, j'ai mis l'effort, mais je lui ai dit, alors oui, on a tous reçu ton message, mais séparément, parce que tu n'avais pas de connexion Internet, et elle était morte de rire, elle a pas compris. Donc je lui réexpliquerai, c'est pas grave. Mais ça peut être aussi ça peut être l'amour de votre vie, mais il n'avait pas d'Internet. Il avait que du réseau opérateur. Donc ne passez pas à côté de l'amour de votre vie à cause d'une bulle verte ou d'une bulle bleue quand même. Non, rencontrez-le au moins une fois. Donnez-y la chance quand même de faire sa première impression. Quoi qu'il en soit, Google essaye de pousser fortement sur le RCS pour que ce soit un standard unifié pour que finalement iMessage tout le monde l'ait. Indirectement, c'est ça que ça veut dire. Mais Apple résiste. Alors, Google a décidé de faire une campagne de publicité en faisant allusion que Apple aime ça encore. Est-ce que tu te rappelles les pagettes? Comment ça s'appelait en France? Tu sais, ces espèces de petites boîtes noires où on faisait juste recevoir le numéro de téléphone. J'en ai pas eu. C'était je suis trop jeune. Moi, j'ai eu un Nokia 3210, mais j'ai pas eu le... je sais même plus comment ça s'appelle, mais je vois, oui, le petit boîtier où t'avais juste quelques mots ou juste un numéro qui s'affichait pour dire que tu rappelles un beeper. Non. Un beeper, ouais. Voilà, pour dire que tu devais rappeler la personne. Non, j'ai pas eu ça, moi. Alors, Android, Apple, Google se moque allègrement de Apple qui ne veut pas aller dans le nouveau standard. Alors, bref, on essaie d'avoir tous les moyens pour essayer d'avoir iMessage sur les Android ou un iMessage-like. Et Google est en train de faire de la promotion, en fait, de la publicité partout en disant que que Apple, excusez-moi, veut rester dans le temps, dans le passé, et utilise le SMS au lieu d'une nouvelle technologie qui s'appelle RCS. C'est de bonne guerre. Ouais. Dernière nouvelle qui va donner lieu de discussion pour notre dossier, le dossier que tu voulais aborder, c'est une actualité qui vient, moi que j'ai trouvé sur iPhone Soft, qui fait un lien sur un tweet de TechDroider, qui est un magazine technologique, et qui a pris des mesures, Audrey, pour vérifier si vraiment les iPhones chauffaient. Alors, si vous allez sur TechDroider, vous allez pouvoir voir des prises de température de différents iPhones. Alors, ils s'amusent à mettre les iPhones dans de l'eau glacée. Ils s'amusent à prendre les iPhones et à les faire tourner des jeux, des films, 4K, à Safari, tatati et tatata. Puis après ça, ils prennent les mesures. Mais c'est des bons joueurs parce qu'ils prennent les mesures aussi d'un Pixel, dans les mêmes conditions. Ils prennent les mesures d'un Samsung, d'un Oppo. Et puis on se rend compte que le débat du iPhone qui chauffe, il n'existe pas parce que les autres téléphones aussi chauffent. Et on se rend compte même dans les tests comparatifs que il y en a qui chauffent même plus que l'iPhone 15 Pro Max notamment. Et on a le 15 Pro de référence, on a le S23 Ultra, le Pixel 7 Pro,
le OnePlus 11 et le Xiaomi 13 Ultra. Et là, vous allez pouvoir voir dans les notes de l'émission le lien qui va vous amener à ce tweet-là et à cette chaîne-là. Et vous allez voir que finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau, ça, Audrey, la batterie qui chauffe. En fait, la batterie, c'est un peu le point faible de l'iPhone. Pas techniquement, pour des raisons de communication et d'erreurs qu'Apple a commises il y a quelques années. Donc ça m'introduit bien dans mon dossier parce que clairement, je sature un peu tous les ans d'entendre les mêmes remarques, d'entendre les mêmes fausses croyances sur les batteries des iPhones. Et en plus, cette année, on a l'iPhone 15 Pro qui surchauffe, alors qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait pas si c'est vrai. Les différents rédacteurs des différents sites Mac Génération, Mac Forever et tout n'ont pas rencontré ce problème-là, nous non plus. Donc on ne sait pas en fait pourquoi certaines personnes ont des problèmes de surchauffe. Mon avis, c'est certainement des applications en tâche de fond qui sont mal codées, mal développées, qui surchauffent, qui consomment de la batterie. Qui envoient vos données en Chine de manière perpétuelle. En fait, il y a 10 000 raisons d'expliquer pourquoi un iPhone chauffe, pourquoi l'autonomie baisse et pourquoi la batterie s'use et peut-être s'use prématurément. Donc c'est le dossier que je vous ai préparé et donc j'y vais. Alors tout a commencé en 2017. Vous savez, je fais une petite histoire. Ne vous endormez pas. Il était une fois. En 2017, Apple a admis ralentir le processeur de certains iPhones avec la mise à jour iOS 10.2.1. Oh, les iPhone 5, ils ont goûté à cet avertissement. En fait, cette mise à jour-là, je me souviens, c'était pénible. Ouais. Donc, est-ce que ça a été sur tous les iPhones? Alors, ça a été uniquement, ce ralentissement de processeur a été uniquement appliqué sur les iPhones qui avaient des batteries trop vieilles. Des batteries usées que l'utilisateur devait remplacer. Pourquoi Apple a ralenti le processeur de ses iPhones? En fait, pour des raisons de sécurité. Apple, en tant que fabricant, doit avoir des appareils qui ne mettent pas en danger ses utilisateurs. Donc, ce bridage de processeur permettait d'éviter la surchauffe des composants, les extinctions inopinées ou tout simplement les gonflements de batterie. Dans cette histoire, la plus grosse erreur qu'Apple a commise, c'est de ne pas avoir communiqué sur cette limitation. Elle a mis des semaines à admettre ce qui avait été vraiment fait, et c'est clairement cette grosse erreur qui n'est pas passée du tout auprès des gens. C'est pas une erreur fatale, mais franchement pas loin, parce qu'en gros, ils ont vraiment mis trop longtemps à admettre que c'était volontaire, et surtout à expliquer pourquoi. J'ai vraiment eu l'impression à cette époque-là que le département développement, les gens qui s'occupent du système d'exploitation de la technologie ont vraiment oublié ou omis de le dire au département des communications parce que ça ressemblait pas à du Apple du tout, ça. C'était très bizarre, en effet. Apple fait parfois des petits coups en douce, donc moi ça m'a pas étonné plus que ça, mais dans tous les cas, Apple a été condamné et à juste titre. Pour ça, par la justice et dans plusieurs pays. Il y a eu des procès un peu partout. Ça leur a coûté des millions de dollars à mon avis, donc clairement, montrez patte blanche, je pense qu'ils ont compris la leçon. Et en tout cas, en réponse au scandale de cette limitation des performances sur certains iPhones, Apple avait baissé le prix du remplacement des composants. La batterie coûtait 29 € à remplacer au lieu de 89 €, c'était en 2018. Ça a duré toute l'année. Et Apple a remplacé 11 millions de batteries contre 1 à 2 millions de batteries annuellement d'habitude. C'était même un peu déloyal parce qu'il y avait des revendeurs pour qui ça coûtait plus cher à changer la batterie. Je me souviens que ça a été plus simple, en tous les cas plus simple quand on avait les rendez-vous, là, de changer la batterie directement chez Apple que chez des revendeurs à côté. Oui, c'était un peu déloyal par rapport à la concurrence, vu les prix... Bref, malgré tout, 6 ans plus tard, donc en 2023, voilà les commentaires que je vois sous mes vidéos sur YouTube, parce que j'ai fait dernièrement une vidéo qui s'appelle « La batterie de votre iPhone va très bien, arrêtez de stresser ». Et en commentaire, on me dit encore « Par le passé, Apple a été obligé de payer une amende pour obsolescence programmée ». Ou alors, totalement faux, Apple bride les anciens iPhones, ça a été prouvé, j'adore vos vidéos, mais là c'est un mensonge, on verra bien avec les batteries des iPhone 14, on va bien rire.
Donc bien sûr, je m'empresse de répondre par un copier-coller à ces personnes, hein, parce qu'il faut... Il y en a certaines qui me disent « Ah, je ne savais pas, merci ». Bien, tu vois, je me dis, ah, c'est bien, les gens, quand on leur explique, ils comprennent. Ben oui, ça arrive, c'est ça. Oui, oui, mais tu sais, il y a les anti-Apple, donc eux, on peut rien faire, malheureusement, pour eux. Ah oui. Avec toute cette histoire, Apple a perdu la confiance de beaucoup de clients. Et en fait, c'est normal, hein. Clairement, une boîte qui fait ce genre de choses et qui communique pas dans les temps, c'est... Je comprends pourquoi ils ont fait cette limitation, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas communiqué. En fait, depuis... Dans les faits, c'était une bonne nouvelle pour ceux qui avaient des vieux iPhones. Ben oui, parce que ça ralentissait le vieillissement de leur batterie qui était déjà presque HS, donc c'était une bonne nouvelle. Et au lieu de présenter ça comme une solution pour laisser du temps aux gens pour changer leur batterie, ben ils l'ont fait sans rien dire. Du coup, les iPhones étaient super lents, enfin clairement, c'était communication catastrophique. Depuis, les gens croient qu'à chaque mise à jour, leur iPhone va s'abîmer, être ralenti, ou que la batterie va perdre en autonomie. Donc bien sûr, c'est faux. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette impression, après une mise à jour, qu'on perd un peu en autonomie ? Je vais y revenir après. Ensuite, alors c'était avec iOS 11, Apple a décidé d'afficher la capacité restante de la batterie dans les réglages de l'iPhone. Quand vous allez dans Réglages batterie, état de santé de la batterie, vous avez un pourcentage qui vous indique donc la capacité restante de la batterie. Le problème, c'est que l'affichage de cette capacité, ça a créé une nouvelle angoisse pour beaucoup de gens. Il y a des gens, tous les jours, ils vont voir le pourcentage de leur batterie, ils paniquent, voilà, Mathieu me montre un nouveau réglage dont je vais parler après. Mais clairement, beaucoup de gens ne comprennent pas que la batterie s'use quand on l'utilise. En fait, c'est simple, plus vous allez utiliser la batterie de votre iPhone, plus vous allez utiliser votre iPhone, plus la batterie va s'user, c'est normal. En fait, l'usure de la batterie, elle est due au temps qui passe, parce que chimiquement, le lithium-ion va s'abîmer avec le temps, mais elle est surtout due au nombre de cycles de charge et de décharge que vous lui infligez, en fait. Je compare souvent les batteries aux pneus d'une voiture. Si vous faites 30 000 km par an avec votre voiture, vous devrez changer vos pneus plus vite que votre voisin qui fait 5 000 km par an. Le temps qui passe dégrade les batteries et les pneus, mais ce n'est pas qu'une question de temps, c'est surtout une question d'utilisation. Donc les gens qui me disent j'utilise mon iPhone 6 à 8 heures par jour, ils useront leur batterie plus vite que quelqu'un qui l'utilise 1 heure par jour. C'est logique. C'est consommable, une batterie. Voilà, c'est comme une cartouche d'encre, c'est comme la batterie de la voiture, c'est comme tout, quoi. Alors, pour continuer, en fait, déjà, sachez bien sûr que c'est pas parce que la batterie de votre iPhone est en fin de vie que votre iPhone est aussi en fin de vie. Vous pouvez suivre mon analogie, on va pas mettre une voiture à la casse parce que ses pneus sont usés. Là, c'est pareil. Ça reviendrait cher. Ça reviendrait cher, ça polluerait beaucoup, surtout. Donc une batterie est inconsommable, elle s'use et il faut la remplacer, c'est normal. C'est rageant, mais c'est normal. Pour rappel, Apple estime qu'une batterie perd 20% de sa capacité initiale au bout de 500 cycles. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un cycle, donc je vais vous expliquer rapidement. Un cycle, c'est quand vous rechargez complètement et que vous déchargez complètement votre batterie de 0 à 100%. Vous pouvez le faire en une seule fois, mais vous pouvez le faire aussi en plusieurs fois. Par exemple, vous allez charger votre iPhone de 20 à 40%, vous allez le débrancher, il va reperdre 20%, vous allez le rebrancher, il va monter de 40 à 60%, etc. Et tant que vous n'aurez pas fait les 100% au complet, vous n'aurez pas fait... il faut arriver à 100% entier pour faire un cycle complet de charge, et il faut utiliser 100% entier pour faire un cycle de décharge. Donc 500 cycles, c'est quand même beaucoup, parce qu'on ne recharge pas tous les jours de 0 à 100 notre iPhone, normalement. Il faut donc faire comprendre maintenant, et ça c'est le boulot d'Apple, aux gens que plus ils utilisent leur iPhone, plus la batterie s'usera vite. Avec les iPhone 15 et 15 Pro, j'ai quand même l'impression qu'Apple prend le problème en main, afin de rassurer les utilisateurs et éviter ces débats sans fin, annuels, répétitifs, on n'en peut plus, sur l'usure des batteries. Mathieu me montrait tout à l'heure, sur les iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, on a une option pour bloquer la charge à 80%. Si vous avez d'autres appareils ou une voiture électrique, vous savez que l'idéal c'est de rester entre 20 et 80%.
C'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 100% et surtout pas utile de descendre à 0%. Vous pouvez le faire peut-être une fois tous les 2 mois. Vous pouvez laisser votre iPhone se vider complètement, tout simplement pour recalibrer la capacité restante de la batterie et que le contrôleur de batterie puisse refaire ses calculs. Mais bien sûr, vous ne faites pas ça tous les jours. Essayez de rester entre 20 et 80%. Donc là, avec les iPhone 15, Apple s'est dit, on va faire ça, on va limiter la charge à 80%, histoire que les batteries durent plus longtemps. Et surtout, alléluia, franchement, mais merci Apple, on va avoir le nombre de cycles affiché sous la capacité restante de la batterie. Ça, c'est très bien parce qu'en fait, moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent mon iPhone, il a 2 ans et je suis à 88%, est-ce que c'est normal ? Le fait que votre iPhone, il ait 2 ans, 1 an ou 5 ans, on s'en fout. Ça veut rien dire. Moi, j'ai des clients qui rechargeaient leur iPhone 2 fois par semaine parce qu'ils l'utilisaient pas. Donc, en fait, au bout de 5 ans, leur batterie était toujours nickel. Donc, arrêtez de comparer le temps et le pourcentage, le fameux pourcentage. Là, avec le nombre de cycles, d'un coup d'œil, on va pouvoir voir si c'est normal ou pas, si votre batterie s'use, soi-disant prématurément. Donc, si Apple estime que au bout de 500 cycles de charge et de décharge, vous arrivez à une capacité restante de 80%, pour Apple, c'est normal. Moi, personnellement, sur mon iPhone 12 mini que j'avais avant, j'avais 900 cycles et j'étais à 82%. Donc, j'avais fait presque le double de cycles que ce qu'Apple préconise. Donc, c'est bien. Enfin, je veux dire, les batteries durent plus longtemps que ce que prévoit Apple. Donc, clairement, arrêtez de paniquer avec votre batterie. Et comment tu as fait pour vérifier le nombre de cycles sur, vu que c'est pas un 15 où on voit le nombre de cycles? Oui, bonne question. C'est vrai que je le mettrai dans les notes de l'émission. Sur Mac, vous avez un petit logiciel gratuit qui s'appelle Coconut Battery. Vous branchez votre iPhone, vous lancez Coconut Battery et il va vous afficher une fenêtre avec la capacité restante, le nombre de cycles, etc. Et d'ailleurs, le pourcentage en capacité restante varie entre ce que Coconut Battery nous dit et ce qu'Apple nous dit. Donc je sais pas. Alors ça varie d'1 ou 2%. Hein. C'est pas non plus. Non, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même une donnée qui est pertinente. Moi, la première fois que j'ai vu Coconut Battery, c'est quand quelqu'un voulait acheter mon premier iPad. Mon iPad 1, la personne elle m'a dit branche Coconut Battery pour voir combien il y a de cycles sur la batterie. C'est vraiment un argument aussi de vente. Vous pouvez donner aussi maintenant là, le nombre de cycles de votre batterie. Les gens ça va être plus simple à comprendre la vraie usure de votre téléphone. Ouais. Alors, est-ce que t'as déjà eu le sentiment que l'autonomie de ton téléphone baissait après une mise à jour ? Ben oui. Oui, on est d'accord parce que c'est vrai. C'est catastrophique après une mise à jour. Mon Apple Watch, j'arrivais même pas... Et là, on parlait d'iPhone, mais c'est vrai pour tous les produits d'Apple ou tous les produits où il y a une mise à jour chez Apple, en tous les cas. Mon Apple Watch, j'arrivais pas à durer une journée complète. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Ben, c'est la grande question. Donc, en fait, ça confirme... En fait, ça entretient le biais de confirmation que les mises à jour abîment le téléphone, alors qu'en fait, lorsque vous installez un nouveau système sur votre téléphone, sur votre montre, sur votre ordinateur, il doit indexer toutes les données. Donc, c'est-à-dire, il crée un index, en fait, de tout ce que vous avez comme notes, comme fichiers, comme photos, pour que lorsque vous fassiez une recherche, le résultat sorte immédiatement. Et à un moment, il a besoin de travailler pour indexer tout ce contenu. Donc, vous avez une perte d'autonomie au départ, les quelques premiers jours après une grosse mise à jour, après une mise à jour majeure. Donc, par exemple, là, on est passé à iOS 17. On a tous ressenti une perte d'autonomie, plus ou moins grande suivant la quantité de données qu'on a. Mais c'était temporaire. C'était vraiment pas de quoi paniquer. Ça dure 2 jours. Tous les ans, je fais un tweet pour expliquer ça. Tous les ans, je suis retweeté 500 fois parce que ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui explique. Mais il faut vraiment qu'Apple prenne ça en main. Donc là, avec les nouveautés avec les infos sur les nouveaux iPhones, c'est bien. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi c'est réservé que aux nouveaux iPhones. Certainement le contrôleur de batterie qui est différent. Mais il y a vraiment un vent de panique tous les ans où les gens qui disent non, moi je fais plus les mises à jour parce que ça bouffe la batterie. Faut arrêter avec ça. C'est épuisant. En fait, quand toi comme moi, on est dans la tech, on est spécialisé Apple, je pense que tous les ans on reçoit des messages comme ça. Puis c'est fait exprès pour vendre des iPhones, puis des Apple Watch, puis des tablettes mais aussi, Audrey. Ça. Mais bien sûr, mais il y a même une mini bombe dans l'iPhone, tu sais. Au bout de 5 ans, il explose. En fait, c'est pour que Tim Cook puisse en vendre plus. Ouais. Alors oui, in fine, ils veulent en vendre plus, mais dans tous les cas,
qu'une nouvelle mise à jour fasse diminuer l'efficacité de votre autonomie dans les jours qui suivent cette mise à jour, c'est pour aussi, quand vous ouvrez les photos et que vous faites une recherche, que vous retrouviez rapidement vos photos de chat. C'est aussi pour quand vous ouvrez Apple Notes et vous faites une recherche dans un PDF d'une note qui date d'il y a 3 ans, que vous retrouviez votre note rapidement. C'est ça, indexer les choses. Ouais. Alors, ça permet que votre téléphone aille plus vite. En contrepartie, vous avez 2 jours, 3 jours de misère un petit peu. C'est ça. Et aussi, ce qui se passe quand on fait une mise à jour, c'est que on est tout simplement plus attentif au niveau de batterie. Parce que inconsciemment, on a entendu dire et redire que les mises à jour abîmaient les batteries, donc on va y faire plus attention. C'est comme se dire, il pleut, comme par hasard, j'ai lavé ma voiture hier. En fait, c'est des biais de confirmation. C'est vrai, non, ou alors, à chaque fois que je suis triste, il pleut. Enfin, ouais. C'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Si vous savez pas ce que c'est, il y a plein d'articles sur Internet là-dessus, c'est génial. J'ai une Tesla, tout le monde a des Tesla maintenant. Voilà, mais vraiment des choses qui sont liées à des croyances, des choses qui sont fausses, et on va faire un lien parce que notre esprit est tout simplement fainéant, notre cerveau est fainéant, et ça le rassure en fait de se conforter dans ses croyances et ses fausses croyances. Donc voilà, un des plus gros problèmes de notre époque par rapport au biais de confirmation, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui croient tous les bruits de couloir juste parce que ça conforte leur vision du monde, et non pas parce que c'est effectivement vrai ou parce qu'ils ont des preuves. Et ce qui est remarquable, je trouve, dans les biais de confirmation, c'est que ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts pour rétablir la vérité. Google, en 2 clics, vous allez comprendre et avoir la vérité, et vous allez comprendre pourquoi vous croyez telle ou telle chose, mais en fait, on préfère le réconfort à faire une recherche qui prendrait pourtant 2 minutes. La facilité et le scandale, c'est ça qui fait beaucoup bouger les médias. Et, j'ai pas vérifié, mais dans les mises à jour Apple, est-ce qu'il l'indique pendant 2 jours, vous allez subir des problèmes? Apple devrait mettre un message. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand une mise à jour majeure sort, une mise à niveau, vous n'êtes pas obligé de la faire dans la seconde. On est tous là à sauter sur les mises à jour, mais il y a un moment... tu vois, moi, mon Mac, il va rester un bout de temps sous Ventura parce que professionnellement, c'est mon outil principal et je veux pas de problème avec mes logiciels. Donc, voilà, déjà, arrêtez de sauter sur les mises à jour. Après, au niveau, on va dire, on a passé le cap des mises à jour, l'autonomie est revenue normale, etc. Il y a plein d'autres choses qui peuvent faire en sorte que votre batterie perd en autonomie, votre iPhone perd en autonomie. Vous pouvez déjà vous baser sur le fait que les applications que vous utilisez quotidiennement sont pas forcément encore optimisées pour le nouvel OS. Il faut attendre que les développeurs mettent à jour leurs applications. Par exemple, les applications du groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, qu'on utilise quasiment tous, c'est vraiment des applications hyper énergivores. Il y a Nicolas Lelouch qui est un journaliste tech, qui a fait justement un test sur son nouvel iPhone 15. Et c'était très drôle parce que il a consulté les statistiques de la batterie. Quand vous allez dans Réglages batterie, vous voyez votre consommation, ce que les apps sont utilisées en temps d'écran allumé et arrière-plan. Et il a supprimé Messenger de son iPhone et sur la journée, il a gagné 45% de batterie. Écoute, c'est quand j'ai vu sa publication que j'ai appris que dans l'application Facebook, il y a Messenger déjà d'intégré et j'ai supprimé Messenger, en fait, et directement dans l'application, et là, juste le téléphone, ça marche pas sur tablette, juste le téléphone, vous allez sur l'application Facebook et Messenger est intégré à Facebook, et vous avez, in fine, vous n'avez pas besoin de Messenger sur votre téléphone si vous avez déjà Facebook. Voilà. Et en fait, ce tweet-là, ça prouvait tout simplement que suivant les applications que vous utilisez, suivant le nombre de cycles que votre batterie a déjà, parce qu'elle s'use avec le temps et avec votre utilisation, ça peut expliquer tout ça. Par exemple, combien déjà de temps d'écran vous faites par jour? Moi, je reçois des messages de gens qui me disent ils font 6 à 10 heures de temps d'écran par jour, de temps d'écran allumé, hein. Donc ça veut dire qu'ils passent leur journée... Du téléphone? Oui, sur l'iPhone. Ok. C'est quelque chose que... Moi, c'est peut-être générationnel, certainement. Moi, quand je travaille, je suis sur un ordinateur ou je suis sur un iPad, mais je vais pas écrire mes articles sur un iPhone. Il y a aussi une question d'usage. Au-delà des apps qu'on utilise, il y a l'usage. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas l'appareil qu'il vous faut. Clairement, on peut pas reprocher à un iPhone
de pas tenir la journée si on l'utilise 8 heures ou 10 heures par jour. C'est pas fait pour ça. C'est une toute petite batterie, c'est un iPhone qui pèse 150 grammes. Enfin, il y a un moment, je pense que faut remettre les choses dans leur contexte. Un iPhone, même si on est de plus en plus accro, gourmand, qu'on passe de plus en plus de temps dessus, bah, il fait ce qu'il peut, quoi. Et c'est pareil pour tous les autres smartphones, hein. C'est pas que celui d'Apple. Et après, il y a plein de réglages que vous pouvez faire pour optimiser votre autonomie. Je pense par exemple à la fonction push des emails, aux notifications, parce que forcément, si vous avez 20 applications qui vous envoient des notifications, votre écran il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, ça consomme de la batterie. Faut vraiment faire le tour des réglages pour optimiser votre autonomie. Et puis mais franchement soyez curieux, quoi. Vous allez dans réglages batterie, vous analysez le temps d'écran allumé, le temps d'écran éteint. Et il y a quelqu'un justement qui m'a envoyé une capture d'écran. Il me dit ouais, j'utilise mon iPhone 3 heures par jour et la batterie elle est vide. Et en fait en arrière-plan, il avait 5 heures d'utilisation en arrière-plan. C'est-à-dire que son téléphone travaillait en arrière-plan pendant 5 heures, alors que lui, l'utilisateur ne l'utilisait pas. Et parce que je lui ai dit, regarde l'activité en arrière-plan et supprime les applications qui bouffent toute ta batterie, alors que tu l'utilises pas. C'est vrai que ça peut être rageant de pas comprendre. Et je trouve que la fonction réglage batterie, elle est très bien faite, parce que vous allez voir exactement en minutes ou en pourcentage les applications qui se goinfrent. Qui se goinfrent, voilà. Et voilà, Instagram, par exemple, vous faites une demi-heure d'Instagram par jour, vous allez avoir 45 minutes en arrière-plan. Et j'ai appris quelque chose, tiens Matt, je sais pas si tu sais. Moi, quand je suis allée dans mon iPhone, je suis allée dans Réglages, Général, Arrière-plan, et j'ai désactivé toute la fonction arrière-plan. Donc c'est-à-dire que les applications ne mettent pas à jour leur contenu en arrière-plan. Et je me suis dit, logiquement, dans les statistiques de la batterie, je n'aurai plus de temps en arrière-plan. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La logique veut que ce soit ça, effectivement. Mais en réalité, les notifications font en sorte que l'application s'active quand même en arrière-plan, parce qu'elle va aller chercher s'il y a des choses nouvelles pour vous. Donc, les notifications sont aussi coupables, j'ai envie de dire, que de laisser l'autorisation à des applications de s'actualiser en arrière-plan. Et ça, c'est l'option. Ça, c'est l'option que au Genius Bar, c'est la première option quand vous vous plaignez de l'autonomie là, qui viennent désactiver. En tous les cas, à Québec, c'est ce qu'ils font. À celui à Place Sainte-Foy, j'ai été 2 fois pour ma batterie et à chaque fois, elle m'a dit ça, faut le retirer. Je dis ouais, mais je veux que ça s'actualise en arrière-plan. Elle dit ça va s'actualiser quand même. Ah bon, parce que t'as des notifications, comme tu dis. C'est ça. Alors que j'ai fait une test, par exemple, Instagram, j'ai désactivé l'activité en arrière-plan et j'ai désactivé les notifications. Et Instagram en arrière-plan dans les statistiques de la batterie, c'était 0. Voilà. Donc, faut faire les deux. Après, il y a plein de gens qui vont m'écouter et qui vont dire « Ouais, mais Audrey, on a des téléphones, on veut des notifications, on veut... » Là, je vous parle des réglages pour optimiser la batterie, pour optimiser l'autonomie, pas pour ne plus utiliser vos téléphones, évidemment. Je pense qu'il y a un choix à faire. On peut se dire, ça c'est super urgent, je peux pas me priver de ces notifications-là. Par contre, est-ce que ça me pose problème d'ouvrir mes mails et d'attendre 2 secondes que mes mails arrivent? Franchement, moi je peux attendre. Je peux attendre. Dans tous les livres qu'on voit d'optimisation, de temps personnel et ainsi de suite, je pense que c'est toujours le chapitre qui revient dans tous ces livres-là, que ce soit aux États-Unis ou ici, là, retirez vos notifications. À moins d'en avoir vraiment besoin, y a rien qui saigne. Hein. Vous n'êtes pas... on sauve pas besoin. Vies, hein. Non, c'est ça. Ouais. Ça dépend. Il y en a sûrement dans les auditeurs qui sauvent des vies. On a pris le mauvais exemple. Mais pour ceux qui sauvent pas des vies, qui sont pas dans le système de santé et ainsi de suite, vraiment, là, faut y aller fort de crayon pour mettre toutes les notifications. Vous avez aucune vie. Tu sais, si on met de base une dizaine d'applications, 2-3 médias sociaux, t'as plus aucune vie si tu laisses toutes les notifications. Je pense un des pires, c'est LinkedIn. La minute que quelqu'un s'est gratté le nez sur le réseau, il t'envoie une notification. La minute que quelqu'un a envoyé un nouveau lien à un ami d'éloigné à la 3e branche, il t'envoie une notification. Faut faire attention. Ils font ça pour attirer votre temps de cerveau parce que ça fait vendre des trucs. Alors, les notifications, ça vous est pas forcément utile. Donc, en fait, moi, à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, tous les ans, on a le droit au problème d'autonomie.
parce que le nouvel iPhone sort en même temps que le nouvel OS, donc forcément, c'est lié, alors qu'en fait, ça n'a pas de lien. Si Apple sortait les nouveaux iPhones en juillet avec un système abouti qui est sorti depuis l'automne d'avant, il y aurait beaucoup moins de discussions. Là, c'est toujours le problème parce que le nouvel OS sort en même temps que les nouveaux iPhones. Ça, plus l'indexation, plus tout ce qu'on a dit, eh ben, ça crée des utilisateurs frustrés qui comprennent pas. Voilà. Après, je reçois aussi des messages de gens qui me disent non, mais moi, je m'en fiche, je veux un iPhone qui tient toute la journée. Mais j'ai envie de dire, mais t'as quel âge en fait? À quel moment t'as 5 ans là pour faire un caprice? Je veux dire, moi je trouve, je suis désolée, hein, je veux pas me mettre nos auditeurs à dos, mais il y a un moment, faut relativiser. On parle d'un smartphone, ok, on est tous accrochés à notre téléphone, c'est notre doudou, mais il y a un moment, la réalité technique fait que en 2023, on a des batteries au lithium-ion et on ne peut pas faire mieux en fait. C'est comme si tu reprochais à une lampe torche de pas éclairer toute ta maison. Je veux dire, c'est pas possible. Faut être réaliste, quoi. Faut être pragmatique. Techniquement, franchement, si Apple pouvait faire mieux, je pense que ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Ouais, mais les lampes torches, on sait que c'est le lobby des lampes torches qui est en arrière de ça, Audrey. C'est ça. Ou alors, est-ce que tu reprocherais à ta Tesla de faire que 600 km avec une charge alors que tu en veux 1200? Est-ce que tu ferais un caprice? Ben non, parce que t'acceptes la réalité technique. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé autour de l'iPhone. Il y a sûrement des psychologues qui pourraient nous donner le terme exact, que les gens en fait ne veulent pas faire d'efforts de compréhension par rapport à l'usage de leur iPhone. Ils veulent, pour moi ça frôle le caprice, tu vois. C'est un phénomène, Audrey, que je vis dans ma vie professionnelle en informatique. Tout doit être instantané et fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand je dis que les plus grandes entreprises comme Microsoft, Amazon, Google ont des taux de disponibilité de 99,999, les gens sont... pourquoi pas 100%? Parce que ça ne se peut pas. Parce que, concrètement, ça ne se peut pas. Et c'est déjà incroyable, 99,999. C'est déjà incroyable qu'un iPhone fait tout ce qu'il fait. Ils sont aussi rapides et performants, qui tiennent à jour leurs OS pendant autant d'années, et on en veut encore plus. On a le frein et le raisonnement et ce jugement, on le perd. C'est à notre service, et ça doit toujours être à notre service. On est intransigeant vers les technologies, je trouve, de plus en plus. Sans comprendre non plus aussi tout l'écosystème, tous les gens qui sont en arrière pour faire fonctionner, et toutes les composantes. Zoom x5, forcément, Zoom x5, Mathieu, ça bouge. Sur ton iPhone 15 Pro Max, ça bouffe de la batterie, parce que techniquement, c'est incroyable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'iPhone, avec sa petite batterie, là, déjà, j'imagine même pas le nombre d'optimisations logicielles qu'ils doivent faire pour qu'on puisse faire tout ça. Je pense qu'on se rend plus du tout compte de tout ce qu'on demande à nos iPhones. Qu'ils soient constamment à écouter des bruits si quelqu'un sonne à la porte, qu'ils soient constamment en train de vérifier si on n'a pas une notification Twitter qui arrive. Enfin, on a l'impression qu'on l'utilise pas, donc il fait rien. Alors qu'en fait, il fait plein de choses en arrière-plan. On diffuse de la musique sans fil sur nos HomePod mini. Enfin, je pense que... Alors, est-ce que nous, comme on est vieux... On a vu ce progrès, on se rend compte à quel point c'est incroyable tout ce que l'iPhone peut faire. Et est-ce que les gens qui sont nés en l'an 2000, est-ce qu'ils peuvent se rendre compte de ça? Je pense pas, pour eux c'est normal, donc ils sont plus exigeants. Je ferais peut-être pas d'agisme parce que mon père qui a plus de 70 ans, des fois je le vois s'énerver avec son iPhone et je fais mais pourquoi? T'as déjà eu un Windows 95 et il te répondait 8 heures après, pourquoi après 2 secondes tu paniques avec ton iPhone 14? Je comprends pas. Et je vois aussi des fois mon fils cliquer, taper sur un écran, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait la réponse et tu fais qu'est-ce qui se passe là? On a vraiment perdu certains trucs là. Ouais, mais tu sais, on a déjà parlé du fait que les retraités d'aujourd'hui et les jeunes se rejoignent sur beaucoup de plans par rapport à la technologie. Ah ouais. Franchement, bref, vous sentez, c'est un peu un sujet qui m'énerve parce que là, ça doit faire 3 semaines ou 1 mois qu'on en parle, et qu'il y a une réalité technique que les gens ne veulent pas accepter, et je trouve ça dommage. Et en plus, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que quand tu es dans des discussions à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, c'est un débat sans fin parce que t'as toujours
Michel qui va te dire ouais, mais moi, j'ai mis 1500 € dans un iPhone et il tient pas 10 heures de temps d'écran, c'est pas normal. Et puis, t'as Audrey à côté qui va dire, moi, je l'utilise 4 heures par jour et il va très bien et il n'y a pas de problème. Et en fait, tout simplement parce que on a le même produit, mais on a des usages tellement différents, des durées d'utilisation différentes, des applications tellement différentes que on peut pas se rejoindre. En fait, dans la discussion, c'est pas possible. Il faudrait que tous les iPhones soient configurés pareil avec les mêmes applis. Enfin, c'est impossible. Et Florent, d'ailleurs, qu'on avait reçu dans un épisode, Florent Morin, il nous avait bien expliqué qu'en gros, il y a quand même des applications qui sont codées avec les pieds et que malheureusement, ça va bouffer toute la batterie en arrière-plan, ça va envoyer des notifications alors qu'on n'en veut pas. Voilà, donc les applications, pour moi, c'est le problème numéro 1 des soucis d'autonomie que les gens rencontrent. Bon, au niveau technologique, quand on travaille dans le domaine comme toi et moi, que ce soit à notre niveau ou au niveau technologique d'Apple, on est quand même condamné à une certaine excellence et ça devient lourd. Et ça devient lourd pour les artisans qui sont dans le domaine et ça devient lourd sur bien des aspects. À suivre. Ça me fait toujours rire aussi de voir des gens qui font il y a un bug. Franchement, il y a un bug chez Apple. Oui, c'est des humains, des milliards de lignes de code qui doivent être interopérables avec d'anciens systèmes, des nouveaux systèmes, des régions et ainsi de suite. Et puis il y a des bugs. Apple, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était parce que le logiciel fait 10 fois plus de ce qu'il faisait il y a 10 ans aussi, là. Oui. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais quand même, si on réécoute notre podcast en 2018. Je pense que la première chose qu'on disait quand il y avait iOS 13 ou 12 qui sortaient, on disait attention, ne faites pas les mises à jour, attendez les versions .1, .2. Tu te souviens qu'à l'époque, on était beaucoup plus protecteurs, alors qu'aujourd'hui, moi j'ai installé iOS 17, j'ai pas de bug. Non. Donc, ça veut dire que Apple progresse quand même d'année en année, on s'en rend même pas compte. La mise à jour, elle sort, on l'a fait, et clairement ça roule. Alors si on croise un bug ou deux, clairement, par rapport au problème qu'on avait il y a quelques années, c'est rien, quoi. C'est en te le disant, en fait, en t'entendant que j'ai réalisé ça. Et c'est vrai que c'est un conseil qu'on donnait avant, c'était attendez avant de faire les mises à jour, il n'y a pas d'urgence, laissez passer les premières versions pour les bugs, etc. Alors, dans les notes de l'émission ou dans les commentaires, pas dans les notes de l'émission, mais dans les commentaires sur les messages, essayez de nous trouver des pistes pourquoi on est aussi intransigeant maintenant avec les technologies. Parce que on a de la difficulté à se le comprendre. Il y a peut-être des études de sociologues qui pourraient être intéressantes à avoir par rapport à ça. J'adorerais, moi. Est-ce que c'est le fait qu'on est c'est complètement déshumanisé et c'est une technologie, donc ça doit être à notre service, un peu comme si on maltraiterait un robot parce que c'était un robot. Bref, je serais curieux de le savoir. En tous les cas, si vous avez aimé cette partie, n'hésitez pas à la compléter dans les médias sociaux lorsque vous écouterez cet épisode. Moi, Audrey, j'avais un petit, je savais qu'on allait parler longtemps, alors j'avais un petit dossier historique. Je prépare pour le prochain épisode l'histoire du Newton. Oui, cool. Le Newton, ça a été, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais lu, c'était l'ancêtre du iPad. C'était même le premier produit, en fait, qui avait un processeur ARM. Qui maintenant est dans tous les appareils Apple Silicon, c'est du ARM, iPad et ainsi de suite. Ça a été vraiment le premier produit qui a été fait. Mais quand j'ai commencé à fouiller, ça venait tout simplement, le Newton venait d'une idée de chez Apple, en fait de John Sculley. Pour se remettre un peu dans l'histoire, en 84, 85, ils sortent le Macintosh, c'est une révolution. Il y a un écran, il y a un écran et une souris, il y a un clavier, c'est un petit ordinateur, il y a une interface visuelle graphique avec des icônes, on peut glisser des choses dans des corbeilles. Si vous avez écouté dans d'autres épisodes, vous allez comprendre le clin d'œil qu'Audrey et moi avons. C'est-à-dire que c'est la première chose qui nous a impressionnés. Glisser une icône dans une corbeille. Ça, on a été bien impressionnés de ça. Et, bref, dans la mi-80, au milieu des années 80, Steve Jobs se fait mettre à la porte. John Sculley, qui avait été engagé par Steve Jobs, reprend la compagnie comme grand Manitou. Et il voit bien que les ventes du Macintosh vont bien, mais que ça durera pas tout le temps et que ça prendrait
un nouveau truc, un nouveau style d'appareil, une nouveauté pour relancer les ventes et pour faire évoluer l'informatique. Et c'est là que John Sculley demande à ses créateurs, et là c'est pas les ingénieurs, hein, c'est vraiment les créateurs, de lui faire ce qu'il avait imaginé en vidéo, de lui faire 2 maquettes vidéo du Knowledge Navigator. John Sculley a demandé de faire le Apple Knowledge Navigator, qui veut dire tout simplement en français le navigateur des connaissances, qui était, et vous avez le lien dans les notes de l'émission, allez voir, c'est juste impressionnant qu'en 1987, à la date de la sortie de cette vidéo-là, on ait pensé à tous ces concepts-là. Alors, ils sont pas réalistes, mais c'est des concepts qu'on a aujourd'hui. On a de l'intelligence artificielle, on a style Siri, du vocal, on a style ChatGPT pour l'écrit, on a des tablettes iPad, des caméras, et tout ça, en 87, avait été pensé dans une vidéo promotionnelle que John Sculley avait demandé, et où il caressait l'idée d'avoir une tablette qui serait un grand magazine ouvert qu'on plierait. Alors, il y avait des notions d'écran pliable aussi à cette époque-là, qui serait doté d'intelligence artificielle, et il y avait vraiment fait une belle anticipation des technologies qu'on a maintenant, qu'on commence à avoir maintenant dans Monsieur, Madame, Tout le monde, et c'est juste hallucinant. Alors, ce que vous allez voir dans la vidéo, ça dure 5 minutes à peu près, c'est un professeur qui ouvre une feuille en 2, et dans cette feuille-là, qui est relativement épaisse, il y a une webcam, il y a un écran, il parle à une intelligence artificielle, et eux autres, ils avaient à l'époque imaginé une intelligence artificielle, pas juste la voix, mais aussi avec une interface physique. Rappelez-vous, dans les années 80, il y avait beaucoup de ces intelligences artificielles-là qui étaient pensées en 3 dimensions. Tu te rappelles, Audrey, dans Retour vers le futur 2, où on voit une intelligence dans un écran parler directement, mais c'est un visage qui parle pixelisé. Bon, ben c'est un peu ça qu'ils ont représenté. Et dans cette vidéo-là, qui va ouvrir la porte au prochain épisode que je vais faire, prochain dossier que je vais faire sur le Newton, tous les éléments contemporains qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est un podcast audio, je le comprends, mais je pense qu'il va être vidéo cette fois-ci. Allez cliquer dans les notes de l'émission, allez voir cette vidéo-là et vous allez voir ce qu'on avait pensé en 87 et ce qui va donner lieu après au Newton dont je vais vous parler dans les prochains épisodes. Vraiment intéressant. Ouais. Newton, on parlera de son autonomie aussi. Oui, il y a eu toutes sortes d'enjeux par rapport à ça. On est évidemment sur la fin de cet épisode. Ouais. On est dans la partie pensée et réflexion du mois. Audrey, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette fin d'épisode-là? Alors, je vais recommander une série animée que vous connaissez certainement qui s'appelle Futurama. Oui. C'est produit, réalisé par Matt Groening. Désenchanté, dont je vous ai déjà parlé, me manquait trop, hein, parce que ça y est, c'est fini. Hein, il y a eu que 4 saisons. Du coup, j'ai lancé Futurama et franchement, j'adore. J'ai mis quelques épisodes quand même à accrocher. Et le pitch, c'est que la série débute par la cryogénisation accidentelle de Philip J. Fry le 31 décembre 1999. Il se réveille 1000 ans plus tard dans une société complètement différente, dans le New York, et il trouve du travail dans une entreprise qui fait des livraisons interplanétaires. Et donc, en fait, la série tourne autour de la vie de cet équipage. Et c'est clairement très drôle, parce que c'est très sarcastique, comme d'habitude. Alors, j'avais un exemple si j'ai quelques minutes pour vous le dire. Hein, Mathieu hoche la tête pour me dire oui, c'est bon, on a encore 2 minutes. Donc en fait, par exemple, Fry, le personnage principal, il retrouve un vieux van Volkswagen, hein, le combi de hippie avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, les tapis, les trucs, etc. Et il demande où est-ce qu'il peut le faire le plein d'essence. Et donc le professeur, un des personnages, lui répond que les réserves de pétrole, malheureusement, sont épuisées depuis 2038, hein, puisque la scène se passe en l'an 3000. La capitaine, la pilote du vaisseau, dit que l'exploitation du pétrole, de toute façon, c'était un désastre écologique. On utilise des carburants beaucoup
beaucoup plus propre aujourd'hui et de substitution. Et donc Fry demande qu'est-ce que vous utilisez? Et Lila répond très naturellement de l'huile de baleine. Voilà. On voit un gros tonneau écrit huile de baleine avec une baleine dessinée dessus. Et c'est de l'humour de Matt Groening, donc c'est très sarcastique. Et ce qui est génial dans cette série, c'est que même par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait on est en l'an 3000, il visite un musée par exemple sur les premiers pas sur la Lune, et l'histoire n'est pas du tout celle que nous on connaît, ce qui nous prouve que l'histoire est réinventée très régulièrement et qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au Moyen-Âge, on sait pas vraiment... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce que l'histoire est modifiée constamment au fil des siècles, et je trouve ça génial en fait de se projeter comment l'humain sera et la société en l'an 3000. Donc regardez Futurama, c'est génial. Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce que Matt Groening fait en général, là, même dans les Simpsons, où on voit que il y a certains, tu sais, il avait vu le président américain Donald Trump à la victoire, il avait vu plusieurs trucs, il y a des choses qui à force d'en inventer, des fois tu tombes sur les bonnes réponses, hein, ça veut pas dire qu'il voit dans le futur, mais ça veut dire que des fois il tape dans le mille. Et vous remarquerez les oreilles de tous les personnages des Simpsons. Il y a la signature de Matt Groening dans toutes les oreilles des personnages, c'est le G de Matt Groening quand il signe. Et c'est dans les tout premiers épisodes des Simpsons qu'il avait fait. Il avait décidé de toujours mettre son G de Groening dans les oreilles de tous les animés qu'il fait. Excellent. Moi, j'avais une petite application, parce que je l'ai découverte avec mon iPhone 15 Pro, une petite application de capture vidéo qui permet d'enregistrer, et ça vient de la compagnie Rode. Moi, j'ai des micros Rode. J'ai un micro, d'ailleurs, grâce à mon 15, avec la prise USB-C, maintenant, je peux mettre directement mon micro wireless, sans fil, désolé, directement USB-C dans mon iPhone, sans aucun adaptateur. Ça fait partie aussi des choses qui sont chouettes, d'avoir de l'USB-C. Et j'ai découvert l'application Rode Capture, qui vous permet de filmer. Oui, elle vous permet de filmer, point. Ouais, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres pour que tu nous en parles? Parce qu'elle permet de filmer en même temps la caméra arrière et la caméra avant lorsque vous faites des vidéos. Et ça peut être super intéressant quand vous faites des présentations à des gens, quand vous voulez capturer des souvenirs, vous êtes capable en même temps d'enregistrer en vidéo le devant et le derrière de votre caméra. Alors, des fois, on voit moins la personne qui est en arrière de la caméra lors des souvenirs de famille. Mais là, vous allez avoir l'occasion avec cette application-là d'avoir les deux. Et puis, c'est pas réservé à ceux qui achètent les micros. Là. Elle fonctionne à partir d'iOS 17. Elle est pas bien notée, mais elle fait pas grand-chose. Mais ce qu'elle fait bien. Moi, j'ai jamais vu qu'elle plantait dans mes tests. Alors, je vous la recommande. Ça veut dire que quand tu filmes, tu peux basculer entre la caméra avant et la caméra arrière, ou ça filme les deux en même temps? Ça filme les deux en même temps. D'accord. Ok, super. Merci pour la reco, parce que c'est vrai que souvent on me demande ce genre de choses et je savais pas qu'il y avait une appli pour ça, et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi l'appareil photo de l'iPhone ne le fait pas, ou permettrait au moins de basculer d'avant en arrière, parce que ça non plus on peut pas le faire, et c'est dommage. À part capturer son écran. En tout cas, bref, il y avait des techniques pour le faire, mais d'avoir les deux comme le font les Samsung depuis 4-5 ans, moi j'avais pas trouvé. Et puis c'est l'application Rode Capture, RODE, espace CAPTURE. Audrey, voici que l'émission tire à sa fin et qu'on doit rappeler les fondamentaux à nos auditeurs, comme le gros bouton jaune qui nous permet d'avoir 2 épisodes par mois. Oui, vous pouvez nous faire un don par PayPal ou par carte bancaire sur ce bouton jaune, et n'oubliez pas, on a besoin de s'habiller et d'aller voir des matchs de hockey. C'est ça. Et ouais, l'hiver arrive, donc puis en plus l'électricité coûte très cher, donc n'hésitez pas à nous faire un don à partir de 1 euro, hein, tous les montants sont acceptés. Donc merci en tout cas pour les dons que vous avez déjà effectués. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux applediff.com, bien sûr sur notre site web applediff.com. Vous pouvez nous retrouver sur X, donc anciennement Twitter, Mastodon, Blue Sky. Moi, vous pouvez me retrouver sur bien sûr tous ces réseaux sociaux @Audrey Coulot, ou sur mon site web appleavec-audrey.fr. Et toi, Matt, on peut te retrouver où? Profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien pour me retrouver. Sur YouTube, Apple et compagnie. Vous faites une recherche, vous allez retrouver mes vidéos. Dans les podcasts, je sévis aussi dans un autre podcast de développement personnel, amélioration du quotidien avec Guillaume Vendée et Julien Derré, où là, on parle d'amélioration, de pistes de solutions pour améliorer votre quotidien. Je vous remercie
pour votre écoute. Je vous remercie pour vos bons commentaires. Vous êtes une super communauté. C'est tout le temps un grand plaisir de publier un épisode parce qu'on reçoit des « Wow, on est content, enfin! » Juste des choses positives. Et pour vrai, on pourrait pas faire ça si on n'avait pas ça, je pense. Si on avait tout le temps des 0 étoiles. Vous êtes bienveillants et je tenais à vous le remercier en cette fin d'épisode. Oui, mais c'est pour ça que le podcast dure depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, donc joyeux anniversaire, Matt. Merci beaucoup et on se retrouve dans 2 semaines avec, dans mon cas, je vais préparer le dossier sur le Newton et Audrey va sûrement trouver un autre dossier à nous parler. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Bien sûr. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.